Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chers téléspectateurs, merci d'avoir honoré ce rendez-vous, un rendez-vous particulier et salutations particulières aux dames. La femme est à l'honneur aujourd'hui dans cette émission et c'est une première depuis le démarrage de ce magazine Débat. La femme dans la dimension genre, la femme dans sa promotion. Le concept d'intégration de la dimension des genres dans toute action fut clairement désigné comme stratégie universelle pour promouvoir l'égalité des genres dans la plateforme d'action. Cette plateforme d'action fut adoptée lors de la 4e conférence mondiale sur les femmes à Beijing en 1995. Et quant à la promotion de la femme, c'est à travers les réformes qui aident les femmes à acquérir les mêmes droits aux ressources économiques ainsi qu'à la propriété, au contrôle de la terre, aux services financiers, à l'héritage et aux ressources naturelles. Comment contribuer à la promotion du genre et à l'équité au Tchad? C'est quoi la promotion de la femme? Comment promouvoir l'égalité et la promotion de la femme? Comment la question du genre doit-elle intégrer tous nos projets et toutes nos actions? Des questions qui sous-tendent ce débat portant sur le thème la dimension genre et la promotion de la femme. Nos invités sont des dames. Je commence par ma droite, Madame Maraban Ngar Odilo. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci de m'avoir invité également. C'est un honneur de vous accueillir. Vous êtes experte, membre du sous-comité technique des CODNI, comité d'organisation du dialogue national inclusif. À ma gauche, Madame Derom Dekoutou Rebecca. Madame, merci d'avoir accepté aussi de participer à cette émission. Merci pour l'invitation. Voilà, vous êtes membre de l'Organisation des femmes chrétiennes de l'entente OFCE. Voilà, le débat est déjà planté. Je voudrais commencer par Maraban. Et nous abordons la question qui nous réunit aujourd'hui. Pourquoi la question du genre? Moi, je pense qu'il faudrait d'abord définir qu'est-ce que le genre. Nous commençons d'abord par la définition du genre. Le genre, c'est une construction sociale des rôles assignés aux femmes et aux hommes dans un espace donné et dans une période donnée. Le genre est intimement lié à la vie privée des gens parce qu'on le rencontre partout. Au niveau de notre foyer, au niveau de nos activités, au niveau du public, on le rencontre. Le genre intervient un peu pour rétablir l'équilibre entre l'homme et la femme. Parce qu'on se rend compte, à partir des rôles répartis entre les hommes et les femmes, on se rend compte que l'homme a plus de rôles, plus de responsabilités, et la femme est surtout dans une position de faiblesse, de subordination. Si bien que les relations entre l'homme et la femme posent problème, parce que la femme doit se soumettre, la femme doit subir, et c'est l'homme qui prend des décisions. Donc le genre intervient pour rétablir l'équilibre, un peu les inégalités, pour réduire les inégalités et rétablir l'équilibre entre l'homme et la femme. Et c'est une situation inhérente au rôle social qui existe dans la société, particulièrement la société tchadienne par exemple. C'est l'homme qui doit décider tout, c'est l'homme qui doit réaliser presque toutes les activités. Les femmes sont tout simplement... elles sont orientées vers des activités de cuisine, l'éducation des enfants. Et donc, c'est en ce moment qu'intervient la notion de la promotion, le genre. Hein. Bon, moi, je pense que le genre, comme je le disais, intervient pour réduire les inégalités, rétablir l'équilibre. Oui. Parce que les rôles sont assignés par la société. Dans une société, vous pouvez trouver quelque part, ce sont les femmes qui construisent. Alors, dans une autre, on dit c'est les hommes qui construisent. Oui. Donc, les rôles là sont assignés par la société. Et ce n'est pas figé, parce que ça évolue. Ça évolue. La situation que peut trouver en un temps T
peut changer un autre temps T+1. Donc ça évolue. Oui. Madame Rebecca, la même question est posée. Nous sommes dans le concept genre. Oui. Bon, comme la sœur Marabane venait de dire, c'est en fait la constitution socio-culturelle des rôles entre hommes, femmes, en réalité les rapports, les relations qu'il y a entre les hommes et les femmes. Et généralement, comme elle avait dit, c'est la société qui désigne les rôles. Et cela varie d'une société à une autre, d'une localité à une autre, ou bien d'une ethnie à une autre. Donc ça varie. Cependant, ce que nous remarquons ici, c'est que c'est les femmes qui subissent et c'est les femmes qui sont souvent marginalisées. Donc ça crée de l'inégalité. Donc le genre intervient, comme elle disait, en ce sens pour pouvoir diminuer, limiter ou bien recadrer ou bien relancer l'égalité entre la femme et l'homme dans leur rapport, que ce soit au niveau des services, que ce soit peut-être au niveau de la famille ou même de la société, pour qu'il n'y ait pas vraiment des mécontents quelque part et des satisfaits quelque part. Et on a l'impression que les deux concepts, genre et promotion de la femme, se complètent. Hein? Si, elles se complètent. Parce que quand on parle de la promotion de la femme, par exemple, si on définit le terme, on parle du verbe d'abord. Promouvoir, c'est élever quelqu'un à une dignité, le faire accéder à un certain niveau. Oui. Pareillement, le genre, c'est ce qu'il recherche. Oui. Parce qu'il y a un déséquilibre, et ce déséquilibre-là, il faut redresser, hein, il faut rétablir pour qu'il y ait un certain équilibre entre l'homme et la femme. Oui. Et là, vous voyez, comment vous voyez ça, Madame Oui, Rebecca? Effectivement, comme l'expert l'a vient de dire, c'est réellement ça, parce que c'est l'ensemble maintenant des réformes, des textes, des choses, des textes réunis qui permettent nettement de donner beaucoup plus la possibilité à la femme d'acquérir ses droits, par exemple par rapport aux ressources économiques, ou soit par rapport à la propriété, contrôle de la terre, ou bien aux services financiers, à l'héritage, ou bien aux ressources naturelles en fait. Parce que ces avantages étaient gardés prioritairement par l'homme. Donc, quand on veut promouvoir, c'est-à-dire on lui redonne ça pour l'élever. On l'élève pour qu'elle aussi ait part, qu'elle ait part aussi à ces avantages-là. Donc, c'est vraiment dans le même ordre d'idée que j'interviens. Oui, je souhaiterais que vous gardiez la parole, puisque vous avez parlé des textes. Alors, quels sont les fondements juridiques de ces deux concepts, la promotion de la femme et la question genre? Oui, effectivement, parlant de la promotion de la femme, nous nous sommes attardés depuis longtemps sur promouvoir la femme. Et nous sommes passés par l'autonomisation de la femme. Mais on ne peut pas seulement rester sur les faits, les dire. Il faut une base juridique, des textes, des conventions, des lois. Et là, le Tchad en a ratifié plusieurs. Oui, il y a eu beaucoup de conventions internationales. Beaucoup de conventions. Et puis le Tchad a ratifié. Oui. Et donc, partant de ces conventions, de ces textes, alors nous essayons, le Tchad essaie de redéfinir, n'est-ce pas, redéfinir le rôle que les femmes peuvent assumer. Comme récemment, on parle de la parité, n'est-ce pas? Et cette loi, il y a eu déjà une autre loi qui a aidé à l'application. Sauf que la politique nationale genre aimerait qu'il y ait un observatoire dans les ministères pour savoir si c'est un seul ministère, est-ce que réellement c'est observé ou pas, n'est-ce pas? Nous sommes à ce niveau-là. Donc, c'est-à-dire que s'il n'y a pas ces bases juridiques, ces textes juridiques, ce serait vraiment difficile d'aborder qui que soit parlant de la promotion de la femme ou bien parlant du genre. Oui. Vous mettez la même question, Madame Marabane? Pour la compléter, je dirais que l'égalité des sexes a été consacrée depuis 1948 par la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit en son article 1er, tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Et l'article 2 dit, tous les êtres humains ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Donc l'égalité a été consacrée depuis 1948. Et l'application de ces deux dispositions-là pose problème. D'autres textes ont également
se sont inspirés de la déclaration. Nous avons le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui donne les mêmes droits aux femmes en matière civile et politique, ça veut dire l'accès aux fonctions politiques et autres. Ouais. Il y a le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels aussi, par rapport aux droits économiques, sociaux et culturels. Nous avons aussi, après ça, d'autres textes ont suivi. Et en 1979, il y a la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes qui a été adoptée par la communauté internationale. Cette convention est spécifique à la femme parce qu'elle prend en compte tous les aspects des droits de la femme, que ce soit le droit économique, social, culturel, politique. Parce qu'on s'est rendu compte que malgré que les textes précédents consacrent l'égalité de droits, la situation de la femme n'a guère changé. C'est pourquoi la communauté internationale avait adopté la Convention relative aux droits, relative à l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, qui a été adoptée en 1979. Le Tchad l'a ratifiée en 1995. Nous avons aussi d'autres textes au niveau sous-régional également. Nous avons la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 qui donne les mêmes droits aux hommes et aux femmes et à tous les peuples. Nous avons aussi le protocole additionnel à la charte. Récemment, ça a posé tellement de problèmes parce qu'on dit on donne trop aux femmes par le Parlement. Mais en fin de compte, ce protocole a été ratifié, je ne sais pas si c'est en 2020 ou 2021, c'est quand même récent. Nous avons aussi la déclaration solennelle sur l'égalité du genre qui a été adoptée par l'Union africaine. Tout ça pour pouvoir améliorer les conditions de vie de la femme, pour pouvoir reconnaître les droits de la femme, pour pouvoir promouvoir les droits des femmes. Parce qu'on a bien, les textes disent bien que les femmes et les hommes ont les mêmes droits, mais en pratique, ça pose un problème. Donc, tous ces panoplies de textes ont été, cette panoplie de textes a été prise pour pouvoir clarifier les choses et réorienter un peu. Promouvoir les droits des femmes. Et au niveau national aussi, nous avons la Constitution, la Constitution de la République qui dit que les Tchadiens de deux sexes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs, ils sont égaux devant la loi. Donc, il y a tout ça. Toutes les dispositions sont prises pour que les femmes et les hommes aient les mêmes droits. Mais au niveau de la pratique, il y a problème. Oui, et là, je rebondis en posant la question à Mme Rebecca. En pratique, comment la question genre et les droits de la femme ces questions sont vraiment prises sérieusement en main et en pratique, les choses, ça se fait normalement. Comment ça se passe ici au Tchad? Bon, merci. Vraiment, ici au Tchad, ce qui pèse beaucoup sur la femme, nous revenons vraiment au préjugé culturel. Et aussi, il y a le poids de la tradition. Donc, toutes ces choses font que si seulement dans telle ethnie, mais dans tel groupe, si les femmes ont l'autorisation au moins de s'asseoir, ou bien de discuter, ou bien de pousser les études un peu plus loin, au même moment que les hommes, dans un autre endroit, c'est différent. Et ça fait que pratiquement, il y a deux problèmes. Il y a d'abord ces pesanteurs culturels-là qui empêchent que les droits des femmes soient respectés. Et il y a aussi le manque d'instruction, si je peux dire, de la femme. De l'accaparation, je peux dire, de la femme, de ces textes, de ces panoplies de textes que notre expert vient de les aligner là. Il y a plusieurs femmes qui ne comprennent pas. Il y a plusieurs femmes qui n'ont pas accès à ça. Et ça fait que le fait de ne pas être instruit, ça constitue déjà une difficulté. Bien sûr, le texte est là, mais tu ne connais pas, tu ne sais pas que ça existe, tu ne sais pas le contenu. Donc les femmes se laissent faire. Les femmes se laissent faire, surtout dans les milieux ruraux.
Et il faudrait peut-être traduire d'abord, souvent on parle de la vulgarisation, il faut traduire d'abord dans les langues locales pour que les femmes comprennent et tout ça. Et c'est un long processus et généralement ça n'aboutit pas. C'est seulement une minorité qui peut comprendre et les gens affluent vers la capitale pensant que c'est ici seulement que le droit de la femme est respecté. Or, elle devrait s'étaler dans les 23 provinces et que même les femmes au niveau, dans les dans les régions, pouvaient vraiment avoir accès à ça. Donc c'est ça notre difficulté. Un, le poids, le pesanteur, n'est-ce pas, le poids de la culture. Et deux, c'est notre incompréhension, nos limites. C'est notre analphabétisme qui est très élevé, qui fait que nous ne pouvons pas comprendre ces avantages-là. Nous ne pouvons pas nous accaparer de ces avantages-là pour pouvoir nous permettre de nous développer. Donc voilà les deux choses-là qui fait que pratiquement, tu vas trouver un groupe des intellectuels, une minorité, qui fait la chose, ça marche, mais la majorité est dans le flou. Et la majorité nage comme ça dans le flou. Alors, rien n'est clair. Oui, cela veut dire que les femmes ont aussi une part de responsabilité pour que la promotion de la femme et la question genre soit perçue par les femmes réellement. Il va falloir qu'elles soient alphabétisées. Et comment les hommes, eux, ils perçoivent ces deux concepts? Bon, généralement, les hommes le voient comme si les femmes veulent arracher leurs droits. C'est une lutte, hein? Non, nous n'arrachons pas leurs droits. C'est une question de justice et d'équité. Parce que les textes sont là. Quand on dit, la Constitution dit que les Tchadiens de deux sexes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ça veut dire que la femme peut être présidente de la République, elle peut être présidente du Parlement, elle peut avoir accès à toutes les fonctions publiques. Hein? Elle peut, que ce soit nominative, élective et tout. Mais ce qui se passe, ça veut dire qu'on pense que la femme ne peut pas. Hein? C'est ça la difficulté. Et généralement aujourd'hui, quand on parle du genre, les hommes pensent que c'est votre chose-là. Ce n'est pas une chose des femmes, ce n'est pas la chose des femmes. Ça doit concerner tout le monde. Parce que comment toi, vous êtes... certainement, vous devez avoir des filles. En tant que père des filles, là, est-ce que vous accepteriez que votre fille soit reléguée à la cuisine, malgré qu'elle ait étudié, ou bien vous refusez de l'envoyer à l'école parce que c'est une fille? Vous trouvez ça normal? Pour un homme instruit, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc c'est une question d'équité et de justice. C'est ce que nous recherchons. Et comme elle a soulevé les difficultés, c'est l'application. Nous avons dit, la Constitution dit très bien que les Tchadiens de deux sexes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Mais l'application pose problème. Oui, et là c'est au niveau de l'État. Au niveau de l'État. Mais maintenant, au niveau des femmes, comme elle l'a soulevé, le taux d'analphabétisme est très élevé. C'est la faible scolarisation des filles. Les filles ne sont pas scolarisées. Et des fois, même si elles partent à l'école, il y a la déperdition scolaire. Elles n'arrivent pas à finir. Parce que si elles vont 50 au primaire, jusqu'en secondaire, peut-être que c'est une dizaine seulement qui arrive. Jusqu'en l'enseignement supérieur, c'est moins de 5 qui arrivent. Donc il y a ça qui joue en leur défaveur aussi. Donc ce qu'il faut faire, l'autre difficulté, c'est la méconnaissance des textes. Les femmes ne connaissent pas leurs textes, ne connaissent pas leurs droits. Donc, elles se laissent faire. Elles se laissent faire. Donc, aussi, ça, c'est une des difficultés. Hein? Donc, il faudrait amener les femmes à comprendre qu'elles ont les mêmes droits que les hommes. Arriver à les faire comprendre, à prendre conscience de cela, pour pouvoir se libérer. Donc, il appartient à l'État de vulgariser, de responsabiliser davantage les femmes, vulgariser les textes. Et peut-être vous, les dames également, vous qui constituez le groupe de leadership, vous devez descendre également sur le terrain et pour sensibiliser les femmes tchadiennes à se battre pour ses droits, sa promotion. Mais est-ce qu'au niveau vous avez parlé du monde rural, la communauté rurale. Au niveau de la communauté rurale, est-ce que le problème se pose plus au niveau, dans un domaine précis, par exemple l'héritage? Oui.
C'est là où vraiment le pas blesse, parce que c'est là-bas où il y a beaucoup de problèmes. Parce que majoritairement, elles ne sont pas instruites. Donc elles ne savent pas. Et j'ai des droits, j'ai des devoirs, elles ne savent pas. Et elles se laissent faire par les hommes parce qu'en matière de succession, on donne une grosse partie à l'homme. Et la fille, on lui donne une petite partie. Vous voyez, c'est injuste. Oui. Ou bien, par exemple, en matière de développement agricole, on prend la femme ou bien la fille va travailler d'abord dans le champ de son papa ou bien de son mari. Quand elle est fatiguée, maintenant on dit, bon, va travailler dans ton champ. Et c'est quel champ, quel lopin de terre on lui donne? C'est juste une partie de terre qui est déjà fatiguée. Donc là, ça ne peut rien produire. Donc on dit, va maintenant travailler dans ton... Elle le fait parce qu'elle ignore qu'elle avait le droit d'avoir le même héritage que le garçon. C'est parce qu'elle ignore qu'elle avait le droit de profiter aussi de la terre. Elle avait aussi le droit d'accès, ou bien l'accès aux ressources naturelles. Tout ça, elle ignore. Le droit d'aller à l'école. D'aller à l'école, de se faire instruire. Voilà. Par exemple, on dit, bon, cette année, il n'y a pas beaucoup d'argent, donc toi, tu es une fille, reste à la maison, le garçon, tu vas à l'école. Vous voyez, c'est injuste. Donc, ça fait que dans le monde rural, là, c'est une autre vie, c'est difficile. C'est celles qui sont vaillantes, qui se débattent, qui s'en sortent, mais majoritairement se retrouvent là, dans le coin, acceptant les conditions telles qu'elles sont. La dernière fois, j'intervenais, j'ai parlé de morceaux de viande, de l'autre morceau de poulet, par exemple. Je vais un peu dans la tradition. On dit que voilà, la femme ne mange pas le poulet. Ou bien les œufs. Pas les œufs, ils ne mangent pas la chair. Mais il y a quoi? Si je dis, mais en réalité, quand on ne connaît pas, elles ont accepté, elles ont suivi, parce qu'il n'y a que 7 morceaux. Si la femme mange encore, il n'y aura plus rien pour l'homme. Donc ce sont des choses comme ça, je peux dire entre griffes égoïstes, si je peux accepter, entre égoïstes, entre parenthèses, qui fait que vraiment, les femmes n'entrent pas vraiment dans leurs droits. Et la seconde chose, elles ne connaissent pas quel est ton droit, quel est ton devoir. Donc, elles sont comme ça et sont galvanisées par les hommes, elles sont malmenées par les hommes. Et c'est vraiment regrettable. Regrettable. Est-ce qu'au Tchad, il y a des hommes qui sont engagés à soutenir corps et âme les femmes dans cette lutte? Si, il y a des hommes, il y a les hommes engagés qui sont là. Oui, à travers des ONG. Les hommes engagés, c'est une association des hommes engagés qui soutiennent les efforts des femmes en faveur de la promotion du genre, par exemple. Et il y a heureusement, il y a des papas qui comprennent aussi. Ils disent, moi, ma fille doit étudier. Et même si il la donne en mariage, il insiste sur cet aspect-là. Ma fille doit étudier. Moi, je veux que ma fille arrive là où je veux qu'elle arrive. Il y a des pères de famille qui s'imposent comme cela pour permettre à leurs filles de continuer leurs études, à pouvoir s'imposer dans la société. Heureusement qu'il y a ça aussi. Oui, Madame Rebecca, les hommes oui, il y en a. Vous soutiennent. Il y a des hommes engagés, comme elle a dit, qui nous soutiennent. Il y a des hommes dans les différents ministères aussi qui nous comprennent, qui nous soutiennent. Par exemple, pour des formations, pour certaines activités, ils se plaisent de nous aider à arriver plus loin. Deux fois, ils nous aident à voir plus loin. Deux fois, on est arrivé à pouvoir tout près, mais ils nous aident à voir plus loin. Donc, il y a effectivement la bonne volonté. Ça, il faut le reconnaître. Et même, s'il faut voir au niveau du gouvernement, il y a la bonne volonté, si bien qu'on est déjà arrivé à un niveau où on est vraiment avancé. Entre-temps, ce n'était pas comme ça. Mais maintenant, on peut avoir des femmes ministres, on peut avoir des femmes comme députées, on peut avoir des femmes qui continuent leur étude jusqu'à avoir leur doctorat. En fait, il faut reconnaître qu'en ce domaine-là, il y a plusieurs lois qui ont été peut-être adoptées, peut-être signées, ratifiées par le gouvernement. Ça fait que les mariages précoces, maintenant, au Tchad, il y a des gens qui se cachent pour faire ça. Ou bien les mariages obligatoires, ou bien des machins, des violences dans les domiciles et autres. Là. Les gens se cachent parce qu'il y a déjà des textes, il y a la loi. Et les réseaux sociaux sont là également pour... Effectivement, il faut reconnaître que nous sommes très avancés en ce sens, c'est vrai. C'est pas beaucoup, mais nous voyons que nous avons fait un pas. Et nous allons vers l'avant, et nous espérons faire plus avec l'aide de nos hommes engagés. Oui, quand on parle des femmes instruites, on a l'impression qu'elles ne sont pas nombreuses dans les différents domaines, ce qui fait que, en termes d'équité, le gouvernement bute sur cette situation et n'arrive pas à miser sur l'équité pour que cette femme soit représentative dans certains domaines où on trouve les femmes formées très rarement. Oui, bon, c'est ça, parce que bon, je pense qu'il y a quand même des avancées.
Moi, je fais partie de la deuxième génération des femmes cadres, parce que je suis de celles-là, des cadres qui sont arrivés à partir des années 90. Là. Sinon, avant 90, le taux de femmes cadres est très faible. Oui. Ouais. On retrouvait les femmes dans l'enseignement comme institutrices, comme infirmières, des trucs comme ça. Mais de plus en plus, le nombre de femmes cadres augmente. Elles sont très nombreuses aujourd'hui encore, avec nos filles là. Elles sont nombreuses à ne pas encore accéder à la fonction publique. Elles sont nombreuses. En principe, le problème de nombre ne doit pas se poser. Et aujourd'hui, les femmes ont investi tous les secteurs, que ce soit technique, que ce soit scientifique, littéraire, tous les secteurs, les femmes ont accédé. Donc, moi, je pense que ce serait bon de considérer ça comme une avancée et pouvoir promouvoir les femmes. Maintenant, moi, je reviens par rapport à notre loi, la loi qui institue la parité, dans les fonctions nominatives. Là. On dit une parité progressive de 30%. Oui. Moi, je trouve que c'est même contradictoire avec la Constitution. Ça doit être 50%, 100%. Voilà, c'est contradictoire avec la Constitution. Parce que la Constitution dit les deux Tchadiens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ça veut dire que s'il y a des femmes, il y a des hommes qui ont la même formation, les mêmes compétences, on doit favoriser la femme. Qu'est-ce qui peut empêcher que la femme peut accéder au même titre que l'homme? Aujourd'hui, on trouve, il y a beaucoup de femmes directrices, mais la plupart ne sont pas titulaires de leur poste. Non. Mais la plupart sont des adjointes. Et elles n'ont pas le droit de décider. Parce que c'est le titulaire qui prend des décisions. Elles subissent. Donc ça, c'est une difficulté. Et la plupart, si on regarde bien, cette femme-là, peut-être elle est plus compétente que son titulaire. Et ça, c'est de l'injustice. Sur quelle base ces nominations sont faites? Donc il faut revoir un peu le nombre de 30 à 50%. Il faut, voilà, parce qu'il faut que ça soit conforme à la Constitution qui dit égalité. Et l'égalité, il faut encore un peu d'effort au niveau du gouvernement, tel que relevé ici par l'experte, Madame Maraban. Et quand on parle... Oui. Au dernier gouvernement, j'ai compté, ça fait 4 femmes ministres et 2 secrétaires d'État, si je ne me trompe pas. Donc ça fait même pas 20%. Aujourd'hui, on crie qu'au niveau du CNT, on a atteint le 30%, ça fait 31%. Et on brandit ça comme des efforts, mais beaucoup reste à faire encore. Pourquoi au niveau du gouvernement, on n'arrive pas à relever un peu le nombre de femmes? On est toujours stagnant, on n'avance pas. Et il va falloir que les femmes se battent, et non seulement se battent par la parole, mais qu'elles s'imposent par leur savoir-faire, Madame Rebecca. Effectivement, on ne peut pas dire que toutes les femmes qui émergent maintenant n'ont pas les compétences requises. Elles ont les compétences requises et elles méritent, mais seulement, comme l'a relevé l'experte, c'est un problème, il y a un problème au niveau du gouvernement, peut-être qu'il faut revoir. Si on veut parler de la parité, effectivement, et selon notre constitution, il faudrait que ce soit au moins 4 ou bien 3 au gouvernement. C'est minime. C'est minime. Est-ce qu'il n'y a pas au Tchad des femmes qui peuvent assumer le rôle des ministres? Il y en a. Et il y a des femmes qu'on a décidées. Il faut 5 femmes et 5 hommes. Je ne sais pas pourquoi on a décidé. On devrait augmenter. Mais il faut relever les femmes pour ajouter d'autres femmes. Bon, ça dépend de leur politique. On ne peut pas s'imposer à leur politique. Mais nous voyons que c'est un manque à gagner pour les femmes. Et on devrait vraiment augmenter le nombre. Et deuxième chose, c'est que même au niveau des directions, comme elle l'a souligné, ce ne sont pas toutes les femmes qui sont nommées. Non. Et ce ne sont pas toutes les femmes qui méritent d'être directrices qui sont nommées. Il y a celles que moi je vois des compétences, il y a celles qui sont avec nous parce qu'on se côtoie là, qui sont capables, mais n'arrivent pas à avoir le poste parce que un côté, non, celle-là, une femme seulement, qu'est-ce qu'elle peut faire? Celle-là, si elle arrive là, attention. Donc il y a des préjugés un peu partout qui fait que l'accès vraiment à ces postes, c'est devenu comme une denrée, je peux dire denrée rare. Mais
on espère que chemin faisant, il y aura toujours des compétences. Et moi, j'ai confiance en cette émergence de nos enfants à partir des universités, à partir des écoles professionnelles. J'ai remarqué que ces enfants, ces filles qui émergent peuvent faire mieux. Quand on les suit même à travers des débats, quand on les voit à travers des actions et autres, là, vraiment, on a le cœur apaisé. Oui, on a le cœur apaisé parce qu'on sait qu'on aura de relève. On aura de relève et seulement la prière qu'elle soit intégrée. Il faudrait qu'elle soit vraiment intégrée au même titre que les hommes. Il ne faut pas qu'on prenne 1000 et qu'on prenne seulement 10 ou 20 filles. Il faut qu'elles soient intégrées pour qu'elles assument réellement ce rôle, pour relever les défis. Nous avons fait notre temps avec les difficultés que nous avons eues. Et nous tendons vers peut-être vers la fin, mais il faudrait qu'elles émergent pour pouvoir relever les défis. Voilà. Et on a parlé en termes de fondement juridique, nous avons parlé également de la pratique de ces textes-là, la mise en pratique de ces textes. Et parlons un peu en termes des avantages. Quels sont les avantages de ces concepts, le fait de mettre en marche, le fait de mettre en pratique ces deux concepts, quels sont les avantages que la société tchadienne peut vraiment procurer? Bon, les avantages sont nombreux. Il y a un homme d'État qui avait dit aucun pays au monde ne peut se développer si la composante si importante que sont les femmes ne sont impliquées dans le développement. Aucun pays ne peut se développer. Parce que les femmes constituent plus de 50% de la population. Mais si les 50% on les met de côté, comment les 5% pourront produire pour faire développer le pays? Ce n'est pas possible. Donc, faire participer l'avantage, il y en a beaucoup parce que ça permet d'arriver à un certain niveau, de se développer. C'est tout le monde qui gagne, ce n'est pas la femme seulement. Parce que dans une famille, par exemple, si c'est l'homme aujourd'hui là, de plus en plus dans les familles, on voit la femme travaille, le mari travaille. Quand tu prends le couple où la femme et l'homme travaillent, et un couple où c'est l'homme seulement qui travaille, les conditions de vie ne sont pas les mêmes. Non. Ne sont pas les mêmes. Donc ça va de soi qu'il faudrait que tout le monde puisse mettre la main pour qu'on puisse avancer. Mais si on retarde les autres, si on on dit vous attendez, on ne pourra pas avancer. Donc c'est des avantages en termes de soutien de la famille. Voilà. Oui, et Madame Rebecca? Oui, et même en matière de développement, tout commence à partir de l'autre développement agricole. Et si vous remarquez bien, 80% des femmes, c'est elles qui sont à la productivité au niveau du développement agricole. Et aussi, dans le développement des petits commerces, dans le secteur informel, plein de femmes qui évoluent dans le secteur informel. Et si ces femmes-là sont galvanisées, orientées vers le secteur formel, et si on transforme ces petits commerces qu'elles font en entreprise, combien l'État va gagner? L'État gagnera beaucoup en développement parce qu'elles sont vraiment engagées et elles ne se lâchent pas du tout. Et comme disait quelqu'un, une femme qui a de l'argent, où est-ce qu'elle va investir son argent? Ce n'est que dans la famille. Ce n'est que dans la famille. Et ça, c'est un avantage déjà pour l'homme. Un monsieur qui a une femme qui travaille, il ne se plaint pas toujours. Parce que des petites choses, là, c'est la femme qui les réalise dans la majorité, c'est ça. Et de deux, si on peut revenir maintenant au niveau de l'autre, de la paix, de l'éducation. Une femme qui est déjà éduquée n'accepterait jamais que sa fille ne soit pas éduquée. Vous voyez? Et c'est un plus pour le développement. Si on veut relancer la scolarisation de la fille, alors il faudrait qu'elle soit scolarisée au maximum pour qu'elles encouragent aussi leurs enfants. Quand elle ira à l'hôpital, elle n'aura pas besoin de quelqu'un pour l'indiquer. Donne-lui tel nom. Elle lit la notice et elle peut appliquer normalement le médicament à l'enfant. Ou bien quand elle est par exemple au niveau de l'autre... même quand elle est dans le cadre de l'orientation de la politique relative à la cohabitation pacifique, elle comprend ce qui se passe. Et comme quand on associe les femmes au règlement des conflits. C'est elle qui éduque. Bon, je peux dire entre griffes que tout ce qui se fait là, c'est que quelque part, dans un coin sombre, une femme a éduqué un homme ou bien un enfant pour que demain, il devienne le président, ou bien qu'il devienne le Premier ministre, ou bien qu'il devienne le ministre. Ce qui veut dire que les conseils qu'elle va donner en matière de règlement de conflits, les conseils, les orientations,
aiderait à retrouver la paix. Une femme n'accepterait jamais qu'il y ait la violence jusqu'au point de perte de vie humaine. Oui, l'instinct maternel. Donc, et aussi, une femme n'accepterait jamais que son enfant puisse causer tout le temps de tort à un autre enfant. Vous voyez donc, les femmes sont vraiment importantes, elles sont vraiment impliquées dans le développement. S'il faut vivre en paix, pour qu'il y ait un développement, il faut la paix. Pour qu'il y ait la paix, il faudrait qu'il y ait quelqu'un quelque part qui éduque dès le bas âge et qui oriente sur des bonnes bases pour que l'enfant demain devienne une personne responsable, ne vole pas. Donc demain, quand il sera nommé ministre, il doit trouver que voler, c'est pas bien. Ou bien, on dit à l'enfant, il ne faut pas bousculer, ou bien ne tue pas. Demain, il saura que tuer, c'est quelque chose de mal. Donc il faudrait qu'il y ait quand même une femme mère, quelque part, qui éduque, qui oriente et qui aide pour qu'il y ait un développement dans la quiétude et dans la sécurité. Ce que je peux ajouter à ce que l'expert a dit. Oui, nous sommes en phase de transition qui va aboutir certainement à une rencontre importante pour la vie de la nation, qui est le dialogue national. Et après ça, nous allons participer aux différentes élections à différents niveaux. Les femmes, peut-être vous aurez des mots à dire pour que les femmes se préparent effectivement à participer activement, puisqu'elles sont rares quand on parle, qu'on prend les leaders des partis politiques. Oui, c'est vrai. La femme, pendant longtemps, s'est occupée plus du social. Elle s'occupe plus du social, mais à un certain niveau, nous avons dit non. Nous ne devons pas nous contenter seulement du social, parce que nous devons participer à la prise de décision. Parce que tant que la femme ne participe pas à la prise de décision, les décisions qui vont être prises ne seront pas équitables. Elles vont être et ce ne sera pas en sa faveur. Donc, de plus en plus, des sensibilisations sont faites pour amener les femmes à intégrer les partis politiques, à s'intéresser à la politique. Je crois que dans le cadre de la CELIAF, dans les années 2010, on avait mis en œuvre un projet sur l'éducation des femmes pour une participation à la prise de décision, des femmes et des jeunes. Ce projet a permis de sensibiliser beaucoup de femmes. Parce que vous voyez, quand on considère la première législature, on n'avait que 2 femmes. Oui, en 1996. Voilà. En 2001, elles étaient 6. Mais la dernière, on était arrivé à 28. C'est grâce à grâce à ces sensibilisations-là. Beaucoup de femmes maintenant s'intéressent à la politique. Et on ose croire que dans l'avenir, nous allons envahir tout. Les femmes vont envahir tous les secteurs, surtout politiques. Oui, quand vous parlez d'envahir, c'est péjoratif, ça. Ah bon? Oui. Pas pour engloutir, quoi. Pas pour engloutir. Nous allons nous investir aussi, parce qu'il faudrait qu'on participe à la prise de décision. On ne pourra participer à la prise de décision que si on intègre les partis politiques, les instances de prise de décision. Non, pas seulement intégrer, mais peut-être créer aussi des partis politiques. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'elles sont moins nombreuses. Quelqu'un disait, mais vous réclamez beaucoup. Vous les femmes, mais si vous voulez être représentés là, il faut créer vos partis politiques. Effectivement. Donc je crois qu'on sera amené à ça. Et ces partis politiques sont déjà très nombreux. Est-ce que les femmes ne vont pas réfléchir autrement pour sortir quelque chose d'extraordinaire, pour drainer les autres femmes et les hommes qui veulent vraiment vous donner coup de main? Effectivement, avec les femmes, il faut toujours s'attendre à des surprises. Elles n'en manquent pas. Elles sont créatives. Et si seulement c'est pour leur intérêt, c'est pour se défendre, elles vont toujours créer. Il n'en manque pas. Seulement, j'aimerais lever un aspect. C'est-à-dire que nous allons intégrer soit les partis politiques ou bien dans les partis politiques pour ne pas occuper le second rang. Généralement, on dit venez, venez. Elles viennent nombreux et puis après, on dit bon, les femmes à la cuisine, à charger des organisations. Non, on viendra dans les partis politiques pour occuper des postes de décision, des postes stratégiques, mais pas pour aller seulement rester en train d'applaudir quelque part ou bien préparer la cuisine. Ça, ce temps-là, c'est déjà révolu. Les femmes ne peuvent même pas comprendre parce qu'elles sont bien sensibilisées et elles voient qu'il faudrait vraiment qu'on ait accès à la prise de décision pour nous défendre. Parce que les décisions qui seront prises là-bas, s'il n'y a pas une femme, alors ce serait difficile de défendre nos intérêts. Donc les femmes voient plus loin.
Les femmes ne sont plus à ce stade-là où il faut rester applaudir ou bien... Non, 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 non. Et s'il s'agit de créer des partis politiques, là, vous serez surpris, vous allez voir qu'il y aura même la prolifération des partis politiques par les femmes parce que les femmes sont vraiment engagées. Les femmes sont engagées en ce sens. Alors, pour peut-être orienter le débat vers les obstacles hein, qui font que la promotion de la femme, la question genre n'avance pas. Est-ce qu'il y a certaines régions du Tchad où les hommes sont toujours hostiles à la présence des femmes leaders? Est-ce que ça existe encore? Je pense que c'est peut-être révolu. Je crois qu'il y a certaines, dans certaines régions, les hommes sont toujours réfractaires. Ils n'aiment pas l'évolution de la femme. Parce que même s'ils adhèrent, c'est à contre-cœur. Parce qu'on est dans une société où on pense que la femme ne peut rien faire. On a tendance à dire Marasaki, dene baya. Dene quoi? Dene baya. Donc, on minimise, on a toujours minimisé les femmes. Et je crois qu'il faudrait lever cette conception qu'on a de la femme, là, la perception qu'on a de la femme, que c'est une femme qui ne peut pas, incapable. Ça, je crois qu'il faut enlever ça de la tête du Tchadien. Parce qu'aujourd'hui, le Tchadien, quelle que soit la formation qu'il peut avoir, le niveau de formation qu'il peut avoir, il y a quelques rares qui ont de la considération pour la femme, qui respectent la femme. Or, la plupart, ils pensent que c'est une femme, c'est une femme. Moi, je me rappelle, dans les années 2001, dans les années 2000, mon papa avait renvoyé un des jeunes qui était chez moi, un jeune que je l'élevais, il va afficher dans sa chambre qu'une femme, quel que soit son niveau, c'est une femme. Mon papa l'a renvoyé. Parce qu'il dit, ça, tu ne peux pas dire ça à ma fille. Donc, ce genre de personnes que toi-même tu élèves et qui n'a pas de respect pour toi. Oui. Et il y en a beaucoup qui sont dans cette catégorie-là. Donc, je crois qu'il faudrait amener les hommes à considérer les femmes comme leurs partenaires à part égale. Et ça commence déjà dans le foyer. Le foyer. Oui. L'éducation qu'on donne aux enfants, comment on les éduque, comment on les traite. Si on les traite équitablement, ils vont grandir avec cet esprit-là. Mais quand on pense que toi, tu es garçon, hein, pourquoi tu vas à la cuisine? Toi, tu es fille, pourquoi tu joues au ballon? Toi, allez voir à la cuisine, pourquoi tu... Donc, l'enfant grandit avec ça. Donc, le travail à faire, c'est à ce niveau aussi. Voilà, au niveau de la base, dans la famille. Et également, au niveau dans l'armée, par exemple, les femmes sont moins nombreuses, mais il y a des signes. Il y a des encouragements. On vient d'élever une femme au grade de général. C'est déjà encourageant, non, Madame Rebecca? Oui, il y en a plusieurs qui devraient être élevés au grade de général. Mais déjà, c'est une avancée. C'est une avancée et on espère que ça sera la même chose pour les autres. Et nous avons aussi d'autres difficultés liées à l'autre... à la mise en œuvre. Oui, la mise en œuvre ou bien liée à l'accès aux microfinances, par exemple. Il y a les femmes n'ont pas toujours comme obstacle, je souligne ça comme obstacle. Les femmes n'ont pas toujours la possibilité d'avoir accès facilement aux microfinances. Soit le taux est très élevé, ou bien soit ses capacités ne lui permettent pas de donner ce qu'il faut pour pouvoir y avoir accès. Ou soit limitée parce qu'elle n'est pas instruite. Donc, je vois que ces choses-là, ça constitue un obstacle. C'est ça qui recale plusieurs femmes dans le milieu rural qui devraient émerger. Parce que même si elles ne sont pas instruites, elles font des activités génératrices de revenus qui pouvaient les aider à lancer carrément l'économie de la famille ou bien du milieu dans lequel elles vivent. Mais c'est cette histoire de crédit qui manque, fait qu'il y a toujours un manque. Elle se plaint, elle sait où en trouver et finalement, elle laisse tomber. Elle s'en tient à ses manières archaïques de faire les choses. Là, c'est un aspect. Autre chose, c'est aussi l'instruction, l'éducation. Généralement, comme l'experte l'avait dit tout à l'heure, là, même si 50 filles entrent à l'école,
arrivées d'un niveau secondaire, peut-être elles seront à 15, peut-être supérieures seraient 5. Donc il faudrait que si l'État peut mettre à leur disposition des bourses d'études, rien que pour encourager les jeunes filles, n'est-ce pas, à rester longtemps à l'école. Même si les filles mères, celles qui ont déjà des enfants, on peut créer toujours un cadre au niveau de l'enseignement secondaire ou bien universitaire pour pouvoir les aider à continuer les études. C'est vrai, elle est au foyer, elle a un enfant ou bien elle est une fille mère sans père, ou bien, mais elle peut continuer ses études s'il y a déjà une garderie quelque part où elle peut laisser son enfant tranquillement et elle est tranquille, elle peut se concentrer. Les filles ont... Là, vous êtes en train d'explorer déjà les pistes de solutions. Hein. Vous pouvez continuer avec des solutions qu'on peut proposer parce que le temps déjà est imparti et nous prend à la gorge. Oui, allez-y, si vous avez quelques pistes de solutions. Bon, je vois comme difficulté et pistes de solutions en même temps. Donc, s'il peut y avoir des garderies, par exemple, dans des établissements secondaires ou bien dans les universités, où la femme peut laisser l'enfant et aller suivre le cours normalement. Je vois des filles qui viennent déposer les enfants juste à côté de la porte et composent le baccalauréat. Par exemple, elle a la volonté, mais c'est qu'elle est limitée parce qu'il n'y a pas un cadre qui lui permet de garder l'enfant et aller. Ce n'est pas un mal d'avoir un enfant, mais cela ne peut pas constituer carrément un blocus pour l'empêcher de continuer ses études. Ça, c'est un aspect. Et le troisième aspect, c'est travailler en sorte que plusieurs femmes soient propriétaires de terres. Il faut qu'elles aient aussi accès à la terre. Et elles peuvent l'exploiter comme les hommes l'exploitent. Si seulement c'était les femmes, si le rôle était inversé, et que c'était les femmes qui étaient en possession de la terre, je pense que nous serions à un niveau très élevé déjà de développement. Parce que la terre, la femme, s'investir, majoritairement, la plupart, ils prennent 3-4 femmes avec des enfants. Il est là et c'est les femmes, les enfants qui travaillent généralement, ce qu'on voit dans le milieu rural. Donc ces femmes-là pouvaient investir et assurer un développement. Donc il y a plusieurs possibilités, mais moi j'insiste surtout pour la scolarisation des filles. Si nous voudrions vraiment voir un changement, si nous voudrions aider les femmes à émerger, si nous voudrions avoir les compétences requises pour des postes indiqués, il faudrait qu'on s'investisse dans la scolarisation des filles, dès le bas âge de primaire jusqu'à secondaire, jusqu'en supérieur, jusqu'à l'université. S'assurer que la fille peut au moins avoir une bourse de 7 ans d'études, n'est-ce pas? Les meilleures, comme ça a été le cas, les meilleures 7 ans d'études, elle revient avec son doctorat. Demain, une autre vague, et si ça se fait de 10-15 ans, on aurait atteint le niveau de femmes capable d'aider. C'est ça. Voilà mon apport. Merci beaucoup. Moi j'ajoute en termes de solutions, comme je le disais tantôt, il faudrait commencer par travailler sur la mentalité du Tchadien. Il faut commencer à ce niveau-là. Parce que tant qu'on n'a pas de considération pour la femme, tant qu'on pense que la femme ne peut pas avoir les mêmes droits que l'homme, la situation va persister. Donc il faudrait d'abord susciter une prise de conscience chez les femmes, chez les hommes, par rapport à la répartition des rôles sociaux, économiques et politiques. Il faudrait qu'on accepte que, voilà, on doit avancer. Parce qu'on est là, on ne veut pas avancer. Donc, à ce niveau, le travail doit se faire là. Et puis, moi, je pense qu'il faudrait aussi renforcer l'autonomisation économique de la femme. Parce qu'aujourd'hui, le taux de... la pauvreté est plus féminine, on a tendance à le dire comme ça. La pauvreté est plus féminine parce que les femmes n'ont pas accès aux ressources. Et une des ressources qu'on peut considérer la terre, l'accès à la terre. Aujourd'hui, les femmes, dans la plupart des régions, les femmes n'héritent pas. Et dans certaines régions, elles peuvent avoir la moitié de la part du garçon. Et aujourd'hui, ce qui se passe sur le terrain, les terres riches, on ne donne pas aux femmes. Nous avons travaillé avec les femmes sur les femmes rurales et c'est ça le problème, les difficultés qu'elles rencontrent. Les terres riches, elle peut avoir, si on lui donne une parcelle et que cette parcelle-là a bien produit, l'année prochaine, on va lui retirer ça. Voilà. Donc c'est ça le problème. Il faut autonomiser les femmes en leur donnant l'accès à la terre
l'accès au crédit, parce que tant que la femme n'a pas de ressources, elle va toujours souffrir, elle va continuer à souffrir. Donc il faut ça, il faut lui donner les moyens de production et tout ça. Et il faut aussi amener les femmes à connaître leurs droits. Une des difficultés aussi, parce qu'on avait dit, la vulgarisation, à cause de l'analphabétisme élevé chez les femmes, beaucoup ne connaissent pas leurs droits et elles se laissent faire. Donc un travail doit se faire dans ce sens pour que les femmes, même si elle est analphabète, elle doit savoir que moi aussi j'ai des droits et je dois les réclamer. On doit aussi, une des difficultés, c'est que les femmes n'ont pas accès à l'information. Même les intellectuels que nous sommes, nous lisons très peu. À la maison, pendant que monsieur est en train de regarder la télé, les informations, elle est à la cuisine. Donc on n'a pas accès, suffisamment accès à l'information. Ça aussi, il faudrait faire en sorte que il faut faciliter l'accès à l'information à la femme. Moi, je ne sais pas comment il faut faire. Peut-être qu'il faut réduire un peu les charges de la femme, les charges quotidiennes, en prenant des femmes qui viennent travailler pour aider. Même le mari peut aider, non? Oui, pourquoi pas. Le mari peut aider. Par exemple, quand elle est à la cuisine, il peut s'occuper de nettoyer les enfants, d'encadrer les enfants. Donc ça peut aussi alléger ses tâches et pour lui permettre d'avoir accès à l'information. Il faut aussi, comme elle l'a dit, encourager la scolarisation des filles. Ça, on doit mettre l'accent sur ce point-là. Parce que tant que les filles... Puisqu'il y a des poches de résistance encore. Voilà. Tant que les filles ne sont pas scolarisées, leur condition de vie ne pourra pas être améliorée. Donc il faut mettre l'accent sur la scolarisation des filles. Et celles qui, les adultes, on peut faire l'alphabétisation fonctionnelle. Moi, je crois que dans la zone du Guéra, j'ai eu à travailler avec les projets PARSAT, le projet Repère. Ils ont mis l'accent sur l'alphabétisation et vraiment, c'est formidable ce qui se passe sur le terrain. Donc, je crois que ça, c'est des leviers sur lesquels on peut travailler pour pouvoir booster les conditions des filles, des vies des femmes, pour pouvoir arriver à rétablir l'équilibre dans les droits, entre les droits des hommes et des femmes. Voilà, je pense que nous sommes arrivés pratiquement déjà à la fin de notre émission. Mesdames, merci d'avoir contribué afin que nous puissions passer en revue à travers le thème la dimension genre et la promotion de la femme, les difficultés rencontrées par les femmes tchadiennes et les grands défis qu'il faut relever pour que les femmes participent effectivement au processus de développement du pays. Voilà, chers auditeurs, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Mais je rappelle que nous avons reçu comme invité d'abord à ma droite, Madame Marabane. Elle est experte, membre du sous-comité technique des COPNI. Une fois de plus, merci d'être là. Merci à vous aussi. Voilà, et une fois de plus, joyeux anniversaire. Merci. Merci beaucoup. Et Madame Derom Rebecca, merci aussi d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes membre de l'Organisation des femmes chrétiennes de l'Entente. Et chers auditeurs, permettez que je finisse sur cet adage qui dit « Dans la société, la femme n'existe qu'en vue et au profit de l'homme. Sans elle, l'homme n'aurait ni famille ni foyer. » Au revoir.